Voilà. Bienvenue donc à toutes et à tous. Un mot pour situer dans quel contexte intervient ce colloque, et notamment pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui avaient peut-être raté les épisodes précédents des aventures du comité Laïcité République. Donc, inutile de vous dire que nous sommes depuis des années une association impliquée sur la laïcité qui rassemble des femmes et des hommes épars qui peuvent être de droite, qui sont souvent de gauche, mais qui sont républicains et laïcs, et qui, depuis des années déjà, s'étonnent et regrettent les reculs globaux face à la non-application de la loi de 1905, face à la montée des communautarismes. Les attentats barbares de 2015 ont profondément modifié la donne, dans la mesure où ce qui s'est passé, c'est une véritable guerre qu'ont déclaré les intégristes islamistes à la République, à ses valeurs, à la liberté de conscience, au droit de critiquer une religion, qui ont livré la guerre à l'idée d'égalité entre toutes et tous, quelle que soit notre couleur, nos origines, et d'abord à l'égalité entre hommes et femmes, puisque partout où ils ont le pouvoir, la première chose qu'ils font, c'est de réduire les femmes dans un état d'esclavage. Donc on a assisté en 2015 à ces terribles événements, et le merveilleux sursaut populaire nous avait fait chaud au cœur. Nous pensions que la société française allait se ressaisir, et puis nous avons constaté que quelques-uns susurraient que, après tout, les gens de Charlie l'avaient un peu cherché, que peut-être fallait-il limiter la liberté de caricaturer ou de critiquer, en d'autres termes, peut-être fallait-il rétablir un peu le blasphème. On a vu des anti-Charlie s'organiser en tant que tels. On a vu monter en puissance des revendications communautaristes. On a même vu des gens de gauche nous dire qu'il fallait prendre les musulmans comme un bloc, comme s'il s'agissait d'une classe politique, comme s'il s'agissait d'une classe des défavorisés, comme si c'était la classe ouvrière perdue, et que d'une certaine façon, il ne fallait pas faire attention à leurs revendications, fussent-elles réactionnaires du point de vue des femmes, et les soutenir d'un point de vue social. Et enfin est apparu ce qu'on a appelé le procès en islamophobie. Toute personne osant exprimer une critique quant à certaines pratiques de l'islam s'est trouvée immédiatement affublée de l'épithète d'islamophobe, ce qui voulait dire raciste. C'est un total détournement de l'antiracisme. Cela est d'autant plus inacceptable, et nous l'avons vu ces derniers jours, qu'un certain nombre de nos amis, des intellectuels musulmans, qui se battent au péril de leur vie, de l'autre côté de la Méditerranée, et chez nous, où ils doivent être souvent accompagnés de services spéciaux de sécurité. Lorsque des amis ont été menacés de mort, et je veux rendre hommage à ces amis, Boulel Sansal, Rachid Bougérin, il y a quelques jours, Kamel Daoud, dont vous avez pu voir que dans le monde, des sociologues de gauche ont attaqué Kamel, qui osait une interprétation des dramatiques agressions qui eurent lieu à Cologne lors des fêtes en Allemagne à l'encontre de femmes, et dont il n'aurait pas fallu parler parce que oser dire que des immigrés, à grande majorité musulmanes, s'en étaient pris à des femmes, eh bien, c'était quelque part porter le discours raciste. On sent bien qu'il y a un malaise énorme, et nous sentons bien qu'il pèse sur la vie politique française, et notre rôle est d'être de ceux qui essayent de clarifier, tout en précisant que l'immense majorité des musulmans en France n'ont qu'un souhait, c'est vivre comme et avec les citoyens, comme les autres, comme des citoyens libres et égaux, et non pas comme une communauté qui aurait des droits, voire des devoirs particuliers. C'est ce que nous a dit, je veux la citer aussi, une amie, Rabia Remadna, qui est une militante de la région parisienne, qui est une femme que nous avons entendue notamment récemment au colloque d'Égal, de l'association Égal au Sénat, qui est la présidente de la brigade des maires, et qui nous a raconté toutes les difficultés qu'elle a à Paris, dans son quartier,
à élever seule ses enfants, à être considérée, pardonnez-moi, par certains comme une salope, comme une horrible bonne femme, comme une occidentale dévoyée, parce que les femmes libres, elle couche avec qui elle veut, qu'elle mène sa vie de femme libre, que quand elle va à la mairie, elle tombe sur des employés municipaux qui travaillent des fois avec les grands frères et la traitent mal. Bref, elle nous dit que ces problèmes ne commencent pas de l'autre côté de la Méditerranée. Cela, ce n'est pas politiquement facile à dire, mais nous devons le dire pour une seule et simple raison, c'est que nous ne voulons pas laisser le Front National continuer à récupérer les peurs et le mal-vivre. Car si la droite a sombré pour l'essentiel dans une catho-laïcité, c'est quoi la catho-laïcité? La droite a dit, moi je suis pour la laïcité. Ah oui? Pas de signes religieux musulmans à l'école. D'accord. Mais elle est pour la présence de crèches dans les mairies. Comment expliquer à une jeune femme de 15 ans qu'elle doit enlever son voile quand elle rentre à l'école, et lorsqu'elle va ensuite à la mairie, accepter qu'il y ait une crèche dans les locaux où elle va faire une démarche administrative? Ce n'est pas cela la laïcité. Quant à la gauche, une grande partie est engluée dans le déni. Elle est séduite par le discours communautariste. Elle a oublié que la culture de la gauche, c'est l'universalisme. C'est liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas droit coutumier, religion particulière et autorisation différente selon les uns et les autres. Nous sommes dans un contexte lourd. Et l'extrême droite s'est saisie du dossier. Un véritable détournement de la laïcité. Nous avons envie de dire quand même, quand Marine Le Pen dit que c'est elle la France apaisée et c'est elle la France laïque, nous rappelons que l'histoire de l'extrême droite est un parcours commun avec une identité de la France blanche, catholique, apostolique et romaine. Jamais ils n'ont défendu la laïcité, le métissage, la rencontre, la fraternité, parce que c'est cela la laïcité. C'est cela que nous défendons. Et la difficulté, pour nous, tient au fait que nous devons à la fois nous battre contre la barbarie djihadiste qui développe dans nos cités les moyens d'aller chercher des jeunes, et en même temps avec l'extrême droite qui apparaît comme une hypothèse de plus en plus crédible aux prochaines élections. Et face à nous, nous avons affaire parfois à ce qu'on appelle les idiots utiles, à une parole de bobo, à certains intellectuels, notamment de gauche, pour qui la parole laïque serait raciste, serait colonialiste. Nous, nous voulons faire le travail sur le fond et nous nous y employons. Et c'est pourquoi cette bataille des idées est déterminante. C'est pourquoi dans un an, il sera important qu'à l'occasion d'élections présidentielles, cette parole que nous portons puisse s'incarner, que les valeurs républicaines puissent être défendues et puissent politiquement avoir un visage. Je vous invite demain, pour ceux que ça intéresse, à nous retrouver à 14 h pour le lancement du manifeste, pour le printemps républicain. C'est une initiative de 250 personnes qui ne sont pas toutes du même parcours, qui ne sont pas toutes avec les mêmes appartenances. Nous avons signé avec Elisabeth Badinter dans Marianne de la semaine dernière, et je remercie Marianne qui nous soutient dans ce combat. Nous avons lancé ce manifeste. Est-ce que l'initiative politique viendra de là? Je n'en sais rien. Viendra-t-elle d'ailleurs? Je n'en sais rien. Mais c'est l'appel que je vous lance au début de ce colloque pour vous dire qu'il faut faire quelque chose. Partout où je tourne en province, j'étais à Bourgoin-Jallieu, avant-hier, je serai à La Rochelle la semaine prochaine. Partout. J'entends des gens qui disent, globalement, on partage le constat. Qu'est-ce qu'on fait? Les associations laïques sont un peu divisées. Nous pourrons parler si vous voulez. Pourquoi? Comment? Et je n'injurie personne. Chacune a sa part de vérité. Mais on ne peut plus rester dans le domaine de la politique. Comment avançons-nous dans ce pays pour qu'on retrouve le chemin d'une république apaisée, sociale et laïque? C'est pour cela que le CLR organise des colloques. Il a dans le passé lancé un certain nombre de sujets, vous le savez, sur les crèches, à l'occasion de la fameuse affaire d'Abilou, car nous savons que la laïcité s'applique au service public, mais que faire quand la laïcité, ou que le besoin de laïcité s'applique à des secteurs qui ne sont pas couverts par la loi de 1905, hors du service public? C'est le cas des crèches, c'est le cas de l'enseignement supérieur, c'est le cas des entreprises. La loi de 1905 s'applique aux fonctionnaires du service public.
que faire dans les autres cas que j'ai cités où se posent des problèmes face aux revendications communautaristes? Nous ne disons pas, certains nous caricaturent, que nous voulons légiférer. Nous ne disons pas que nous voulons forcément ou interdire tous les signes religieux sur la voie publique. Mais nous disons qu'il y a de plus en plus de problèmes dans l'entreprise. Quand un salarié refuse de serrer la main d'une collaboratrice, refuse d'avoir une femme comme supérieure hiérarchique. Il y a des problèmes dans l'enseignement supérieur, que connaît notre ami Samuel Mayol, directeur de l'unité de Seine-Saint-Denis. Que faire? Certainement pas en mettant la poussière sous le tapis. Et c'est pourquoi Jean Glavelli, député, et Françoise Laborde, sénatrice, et moi-même, avons essayé, au sein de l'Observatoire national de laïcité, d'aller à l'encontre de la voie présidentielle de l'Observatoire, selon laquelle il n'y aurait pas de problème de laïcité en France. Oui, il y a des problèmes. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons ouvrir un nouveau chantier. Nos amis avec qui nous travaillons nous ont dit, mais oui, mais vous avez ouvert beaucoup de chantiers, mais il y a un domaine dont on n'a pas parlé, et qui est à la fois riche d'espérance, parce qu'il participe de la mission instructive de la République, ce sont les bibliothèques, et qui, à certains égards, rencontrent des difficultés et peuvent être menacées. Les bibliothèques sont donc un lieu de vie particulier, du souffle de la laïcité, du souffle des valeurs de liberté, d'égalité, notamment hommes-femmes, et d'émancipation, car on oublie souvent, face à d'autres idéologies ou face aux religions, que la première fonction des Lumières, comme le disait l'ami Condorcet, c'est d'abord la fonction d'émancipation de toutes les femmes et de tous les hommes, afin que des enfants deviennent des citoyens libres et responsables. Alors c'est sur l'injonction et les conseils donc, de certains amis que nous avons décidé d'intégrer un sujet, je ne vais absolument pas déflorer, mais qui pose, et vont-ils vous expliquer, développer avec vous la question de la citoyenneté, de l'articulation avec l'école publique. Ils traiteront des restrictions budgétaires, de la neutralité des bibliothèques, des méthodes de certains élus qui aimeraient dicter aux professionnels leur choix dans la constitution des collections ou bien d'une morale particulière, voire de l'élimination de certains textes considérés comme blasphématoires. Ils traiteront, forcément, nous rencontrerons la question de l'inégalité entre hommes et femmes, telle que certains voudraient l'imposer dans ces lieux. Nous nous souvenons qu'en 2005, lors des grandes émeutes des cités, ce sont des bibliothèques qui ont brûlé. Et il y a une continuité. Les plus anciens se souviennent qu'en 1968, pendant cette révolution qui était en même temps une révolte contre le père, plus qu'une révolution sociale, mais en 1968, les manifestants ont marché sur l'ORTF. Et aujourd'hui, un mouvement de contestation brûle les bibliothèques. Il y a là, dans l'ordre symbolique, à nous interroger sur le déplacement des lieux de pouvoir et d'identification de l'instruction et de la République. Voilà, alors je veux simplement remercier tous les intervenants qui nous ont rejoints et ceux qui nous rejoindront tout à l'heure, Jean-Pierre Sapoun et Charles Coutel, qui ont été véritablement les vrais organisateurs de cette manifestation. Je leur laisserai à tour de rôle la présidence, ce matin à Charles Coutel, cet après-midi à Jean-Pierre Sapoun. Donc ils auront, chers invités, l'horrible devoir de devoir vous rappeler à l'ordre si par aventure vous dépassiez un petit peu votre temps de parole. Essayez de le contrôler de façon à ce que nos amis puissent aussi avoir un moment de débat. Je vais remercier aussi Florence Sautreau, je ne sais pas si elle nous a rejoint, c'est encore en bas. C'est notre secrétaire général, c'est toute la logistique, c'est tout le boulot le plus ingrat. Florence, merci, car avec ta discrétion, tu n'apparais pas, mais nous savons que tu fais le premier. Je vais remercier aussi l'équipe audio qui est là, qui filme, qui enregistre les interventions et également tout à l'heure les prises de parole, et vous pourrez, vous ou ceux des amis qui le souhaitent, visionner et entendre ce colloque sur le site du comité Laïcité République à partir de dimanche soir ou de lundi matin. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié, sinon que vous rappeler,
si vous ne le saviez pas, que le comité Laïcité République existe depuis 25 ans, qu'il ne reçoit aucune subvention, qu'il n'est dynamisé que par l'action militante de chacun d'entre nous en dehors de ses autres activités, et qu'il n'a donc aucun autre moyen financier que les cotisations de ses membres. Je n'en dis pas plus, ou si je vous dis que le trésorier est juste à l'entrée, c'est le grand Breton qui est là. Si l'aventure, vous n'aviez pas encore pris votre carte ou payé votre cotisation, vous êtes tout à fait libre de le faire tout à l'heure à la sortie. Merci, bon colloque à vous tous, et vive la République et la laïcité.